Au sommaire de ce 7e Vendée Mag, la bascule dans la deuxième partie de la course, parfois dans la douleur. C'est Maxime Sorel, en convalescence depuis son abandon, qui sera notre expert du jour. Enfin, nous sommes allés rencontrer Guillaume Verdier, l'architecte de la majeure partie des bateaux de tête. Charlie Dalin caracole en tête du Vendée Globe et longe les côtes australiennes dans cette 6e semaine de course. Avec une marge conséquente sur ses poursuivants, 160 000 sur le deuxième et plus de 300 000 sur le troisième, Dalin s'apprête à quitter l'océan Indien et plonger dans l'océan Pacifique. C'est Johan Richaume qui est le plus rapide. Et voilà, top, passage du Cap Leeuwin. Bah écoute, c'est pas mal, hein. 3e position. Imprimant un gros rythme, le skipper de Paprec Arkea a distancé Thomas Ruyant 4e et fourni un effort pour rentrer sur Sébastien Simon en 2e position. Les 3 leaders surveillent une zone sans vent qui pourrait dans ce tronçon australien couper la route à ceux qui ne le franchiraient pas à temps. Encore une fois, dans cette 10e édition, la course pourrait partir par devant. Au cœur de l'Indien, loin derrière, la course se durcit. Un mois de navigation depuis le départ. Nous sommes dans l'océan austral. Il y a beaucoup de tempêtes dans l'océan austral. Tous les jours, il y a un nouveau tour. Ce soir, il y aura à nouveau du vent à plus de 40 nœuds. Je viens de mettre le tourmentin. C'est fatigant. Beaucoup de pression. Ne vous inquiétez pas, la tempête est notre quotidien. Regardez. C'est vrai qu'on ressent un peu le côté aventure qui prend le dessus sur la compétition parce qu'on est vraiment dans des endroits hostiles et on sent qu'on n'est pas vraiment les bienvenus. J'ai l'impression de passer un petit peu sur la pointe des pieds pour que la mer et les vagues et le vent me laissent passer tranquillement. J'ai arraché un bout de rail et voilà. Ça a carrément arraché les hélicoïdes et tout là. Là, je sais pas comment je vais faire pour réparer ça. Là, je sais pas. À l'arrière de la flotte du Vendée Globe, les concurrents ont choisi plusieurs options pour traverser l'océan Indien. Si les plus expérimentés se sont protégés en faisant une route très nord pour éviter les effets des gros coups de vent, un groupe de bisous a choisi une route plus directe mais plus dangereuse car sur le passage des dépressions. Tous accusent le coup de cette période très musclée qu'ils viennent de vivre. Montée d'adrénaline, montée dans le mât, casse matérielle, la survie n'est pas loin. Je trouvais que c'était beaucoup trop facile ce Vendée Globe depuis le départ pour moi. Ça me ressemblait pas. Bon bah là je pense que là on est dedans là, on est dedans et justement l'aventure commence quand les problèmes arrivent. Bah là j'ai été servi. Le bateau il est parti au lof, impossible d'abattre. Je suis resté 45 minutes comme ça. J'ai vraiment cru que j'allais démater parce que je pouvais rien faire quoi, je pouvais rien faire. Et ensuite j'ai décidé de me dérouter au Kerguelen. Là je grimpe, le vent il est monté à 30-35 nœuds. Et là en fait le bateau il est parti au lof avec des algues aussi dans le safran. Donc incontrôlable, moi j'étais en tête de mât. Et là en fait je suis resté 1 heure dans mon mât, après je suis redescendu en urgence. Je suis redescendu, j'étais à 20 minutes quoi, 20-25 minutes de m'échouer au Kerguelen. Bah, j'ai pris la décision de reprendre ma route. Et cette nuit j'ai voulu renvoyer ma GV. Et sauf que impossible de la faire tomber. Donc j'ai dû regrimper au mât là. J'ai passé 4-5 heures là dans mon mât là, cette nuit là. J'étais pas forcément content de tous mes soucis. Mais ouais, je suis heureux parce que j'en ai résolu une bonne partie. Et surtout, voilà, on passe à côté du Kerguelen. Et c'est un peu le bout du monde ici, hein, je peux vous le dire. Un peu de visite. Ah, ça
fait du bien. Au nord de ce groupe, Jean Lecam mène la danse et tient la dragée haute à l'ensemble des bateaux à dérive et des anciens foilers, en 18e position pour son meilleur classement. Une trajectoire impressionnante pour sa maîtrise dans l'anticipation des phénomènes et sa connaissance de l'océan Indien et de ses pièges. En se plaçant très haut dès le cap de Bonne-Espérance franchi, Lecam s'est certes rallongé la route vers l'Australie, mais a clairement fait le bon choix, en évitant la mer cassante qu'ont rencontré les sudistes, ces mers courtes et croisées qui usent le matériel et les hommes. À 65 ans, Jean Lecam domine son sujet et nous régale. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien! Vous pouvez pas savoir comment c'est bien. C'est comme le mec qui se tape la tête contre les murs. Quand ça s'arrête, ça fait du bien. C'est un peu ça, quoi. Si l'état de la mer et le vent ont été moins violents qu'au sud, les skippers rencontrent tout de même des soucis mécaniques. Benjamin Ferré connaît une avarie de vérin de quille qu'il va réparer à force de persévérance et des conseils de son mentor et concurrent, Jean Lecam. On a réussi à réparer, putain. Violette d'Orange, elle, a démonté sa colonne de winch. Au cœur d'une nouvelle dépression qui les pousse vers l'Australie et alors qu'il se trouve en bordure de la zone d'exclusion antarctique, Damien Séguin subit une grosse alerte. C'est sûr que j'ai pas vécu des moments très sympas ces dernières heures. J'ai arraché une cadène sur le pont du bateau, donc j'avais un trou qui prenait l'eau dans la soute à voile, donc il a fallu que j'étanchéifie tout ça par l'extérieur. Déjà c'était pas simple, dans des conditions de 40 nœuds de vent, avec des rafales un peu plus fortes et puis surtout une mer importante. Puis en plus dans tout ça je me suis fait mal, c'est pour ça que je porte une minerve. Je me suis fait un choc aussi sur le genou, voire une entorse du genou. Enfin voilà, c'est pas la joie. J'avance pas très vite en termes de vitesse bateau, mais au moins je vais dans le bon sens. C'est déjà pas mal. Ça y est, le nouveau tirant avant est en place. Avec la jonction et le palon devant. Voilà pour tendre. C'est cool. Nous volons. Et on ne peut plus m'arrêter. Regardez ça, 30 nœuds. Je sais que je dois ralentir, je sais, mais laissez-moi en profiter encore une heure. Eh bien, après une nuit dantesque, on n'est plus sur du Bonne-Espérance, ça c'est fait. Hop là. Cap. Pas facile, hein. Et putain, en plus c'est impossible à écrire. Win. Ah, et voilà. J'ai envie de pleurer tellement ça me fait plaisir. Oh la vache. Si Romain Attanasio compte 4 jours de retard au moment de passer la pointe sud-ouest de l'Australie en 15e position, en tête, Sébastien Simon n'a que 11 heures de retard sur Charlie Dalin. De Johan Richaume à Nicolas Lunven, l'écart est d'une journée et quelques heures. Le groupe de chasse est, lui, à plus de 2 jours du leader. En tête de la course, le rythme est très soutenu. La compacité de la flotte, la présence de bateaux pour s'étalonner en permanence stimule les compétiteurs. Malgré la fatigue et le mois passé en mer, malgré les écarts conséquents, personne n'abdique. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que tout le monde navigue vraiment pied au plancher dans le Grand Sud. Voilà, il y a du rythme, ça c'est sûr. Autant que la course entre eux, les concurrents font la course avec les éléments météo qui d'ouest en est leur passent dessus. Parfois les poussent, parfois les bloquent, en fonction de la vitesse des bateaux et de leur capacité à précéder les dépressions et à éviter d'être aspirés par les zones sans vent. C'est, je pense, un peu le pire des scénarios pour moi en ce moment. Où, la dorsale que je pensais passer facilement. Les bateaux de derrière qui n'avaient pas trop le choix font le tour. Moi je suis dedans, les premiers vont se barrer.
Ouais, je suis un peu dépité là. Les 3 premiers sont loin, ils sont passés dans un autre système météo, donc eux ils n'ont pas à subir cette zone de vent faible. Donc malheureusement pour le moment on ne les reverra pas. Mais bon, la course n'est pas terminée, hein, il va se passer encore des trucs. L'anticyclone australien redistribue les cartes et use les nerfs des skippers. C'est un véritable bouchon qui se forme sous la Tasmanie au moment d'entrer dans l'océan Pacifique. Les 10 premiers se trouvent regroupés en attendant la prochaine dépression qui leur permettra de repartir très vite et très fort derrière le trio de tête qui s'est échappé lui aussi et s'est regroupé dans un autre système météo. Pour la première fois depuis l'entrée dans le poteau noir il y a plus de 3 semaines, Boris Herrmann, dans ce bord sous l'Australie, entre dans le top 10 et retrouve le contact avec le groupe de chasse avec Paul Meillat, Yannick Bestaven et Sam Goodchild. La grosse dépression qui les cueille s'apparente à un nouveau départ. Le curseur d'engagement et d'intensité sera déterminant à trouver, mais elle offre l'occasion de réduire l'écart avec la tête. Pendant ce temps-là, Johan Richomme a poursuivi sa grosse pression sur Sébastien Simon, qui sur un bord sans foil ne peut que constater le passage de Paprec-Arkea. Johan juste sous mon vent qui me double. Bah oui, hein, sans foil, je peux pas faire grand chose. Je pense que j'ai fait de mon mieux. Jusqu'ici, c'est pas fini. Pas fini. Bon courage à toi, Yo-Yo. Johan Richomme, à bord de son bateau, à l'aise au portant dans de grosses mers, revient fort sur Charlie Dalin. Et avant de plonger dans l'immensité du Pacifique, les deux longent une dernière île néo-zélandaise. On voit alors l'influence des classements sportifs sur la perception du monde qui les entoure. Je suis en train de passer entre l'île sud de la Nouvelle-Zélande et une petite île qui s'appelle Auckland. Et en zoomant, j'ai découvert quelque chose. Il y a un îlot qui s'appelle l'île de la Déception, voilà, tout simplement. L'île de la Déception avec sa fameuse baie d'Ebadi. Voilà, grosse ambiance. Trop beau! Super content d'être venu jusque là en tout cas. L'île d'Auckland, magnifique. Grand beau temps. C'est génial. Trop content. Trop belle journée en plus et tout. Oh, c'est gros kiff. Franchement, j'ai l'impression d'être venu juste pour ça. Dimanche soir, de l'autre côté de l'Australie, alors qu'elle effectuait une superbe course en 15e position, la Britannique Piper démate. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour Medaglia aujourd'hui. Medaglia a décollé et quand il atterrit, le mât est tombé en 2 morceaux. C'est la fin de notre Vendée Globe 2024. Mais je veux exprimer ma gratitude profonde à tous ceux qui ont travaillé si dur depuis 4 ans pour rendre cette course possible. Sous gréement de fortune, Piper devrait mettre une dizaine de jours à rallier Melbourne en Australie. Pour se mettre du baume au cœur après ce déchirant coup d'arrêt, célébrons l'anniversaire de Sébastien Marcet, 40 ans, dans les 40e rugissants. Joyeux anniversaire, Sam! Et une résurrection, celle d'Antoine Cornic, parvenu dimanche à mouiller l'ancre à l'abri de l'île Saint-Paul au cœur de l'Indien pour grimper et tenter de solutionner son problème de rail de grand voile. Ça va pas être simple. C'est chaud. Très chaud. 5 heures de bricolage dans son mât et une réparation réussie euphorise Antoine Cornic. J'ai un rail. Ça y est. Là, regarde. Un rail. J'ai un rail. Au revoir Saint-Paul. Et regarde. Et désolé Pipe. Allez. J'y retourne. Après avoir mené la course sans discontinuer depuis 14 jours et le début de l'Indien, Charlie Dalin est à son tour débordé par Johan Richomme qui prend la première place qu'il n'avait plus occupée depuis le passage sous le cap de Bonne-Espérance. Richomme, en augmentant son rythme, l'intensité de son engagement, en surfant sur de bons choix météo, a mis 15 jours à rattraper la tête et aura parfaitement optimisé le potentiel de son bateau dans la mer formée.
On a réussi un beau comeback, je suis trop content. On nous voilà avec Charlie là, qui était pas très loin, là, il était à 4-5 000 sous mon ventre tout à l'heure. Donc bon, moi, je pense qu'on va faire des rotations en tête, que ça soit lui, moi ou Sébastien d'ailleurs, je crois. Voilà, on est bien en tête de ce Vendée Globe. Je pense qu'on devrait l'être jusqu'au Cap Horn. Après, ça va être peut-être plus dur, on ne sait pas. Dans le groupe de chasse, le front a été musclé et a permis de retrouver des vitesses élevées et du vent. Jérémy Bayou, Nicolas Luneven et Thomas Ruyant sont désormais ensemble, frustrés de ne pouvoir revenir avant le Cap Horn, et ils vont devoir eux aussi rester sur la bordure de cette zone des glaces, à se faufiler sous les trous de vent, poursuivis par Yannick Bestaven, Paul Meillat, Boris Herman et Justine Métro. Ça bombarde, disent les Français. 2 concurrentes ont été décrochées dans ce nouveau passage à niveau, ne pouvant accrocher le train de la dépression à temps. Ce sont Sam Davis et Clarisse Kremer, très déçus de perdre le fil et de voir la course leur échapper. Je suis deg, quoi. Je suis tellement deg, je me suis battue pour rien et maintenant il n'y a plus de vent et il faut que j'aille renvoyer une nouvelle. Je sais même plus où je vais parce que moi j'ai pensé rester dans ce putain de fond et j'ai tout perdu, quoi. Ça fait chier, fait chier. Ils ne sont plus que 36 en mer depuis que Chabi Véroès a dû renoncer car ne pouvant sécuriser son gréement avant d'entrer dans les mers du Sud. Le Hongrois s'est arrêté définitivement au Cap, en Afrique du Sud. Cette semaine aura été marquée par les avaries dans tous les groupes qui composent la flotte de ce Vendée Globe. La traversée de l'océan Indien aura été particulièrement brutale et violente, comme toujours. Et pour en parler avec nous, aujourd'hui, notre expert, c'est Maxime Sorel. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, vous avez été la première victime de cette 10e édition du Vendée Globe. D'abord, prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous, votre cheville ? Eh bien, ça va mieux. Ça fait un mois maintenant que j'ai quitté le bord. Ça fait une semaine que j'ai aussi quitté les béquilles et ça fait du bien. Je tiens sur mes 2 pieds et je commence tout doucement la rééducation. Alors, ça va mettre encore un peu de temps. J'espère marcher normalement pour Noël. Ça sera un beau cadeau sous le sapin. Alors, vous avez rapatrié votre bateau à Concarneau, je crois, mais depuis, vous continuez à faire le Vendée Globe en virtuel en faisant tout simplement des routages avec les polaires de votre bateau. À quoi ça sert ? Ouais, alors le bateau, il est effectivement à Concarneau, dans les hangars. Voilà, on a commencé son hivernage. Et moi, je continue de faire le Vendée Globe. Effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même des tas de réponses qu'on n'aura pas parce qu'on ne va pas aller notamment dans les mers du Sud. Et donc, on connaît un peu nos petits copains qui étaient concurrents. On sait quel type de foil ils ont, quelle vitesse normalement ils ont par rapport à moi. Et je continue à travailler avec mes polaires pour essayer de me situer, voir un peu quelle vitesse j'aurais pu atteindre et les choix que j'aurais pu faire. Alors, c'est du travail sur la partie météo, mais aussi essayer un peu de comprendre les vitesses des bateaux par rapport au type de mer qu'ils rencontrent et voir si c'est cohérent par rapport à ce que nous, on avait sur nos polaires, quoi. Et alors, vous seriez dans quel groupe, par exemple ? Eh ben, je devrais me situer à peu près au regroupement là, avec, entre Paul Meillat et puis Jérémy Bayou aujourd'hui. On devrait se battre avec ces petits copains qu'on a l'habitude de côtoyer normalement sur les courses. Ouais. Parlez-nous un peu de la brutalité de l'abandon. On en a vécu 2 cette semaine. Comment on vit ça ? Comment on se prépare à un tel choc après 4 ans de travail ? Ouais, pendant ces 4 ans de travail, globalement, on prépare beaucoup de choses. C'est rare qu'on prépare l'abandon. On prépare une casse et comment y pallier, du moins. On essaye d'imaginer un peu tous les scénarios qui peuvent arriver sur un bateau autour du monde, de façon à avoir le matériel pour le réparer, savoir se servir du matériel. Là, clairement, quand on démate comme Pipe, voilà, s'il y a vraiment pas de solution, quand on a une casse majeure qui font qu'on peut pas, soit on n'a pas la pièce, soit on est incapable de la réparer, clairement, c'est la mort dans l'âme qu'on se doit d'abandonner. C'est extrêmement violent comme sensation. Ouais, c'est assez indescriptible parce que c'est vrai que, comme vous le dites, c'est 4 ans de préparation. On visualise ce Vendée Globe, on visualise bien la difficulté, on imagine ce qu'on va pouvoir faire en train de réparer.
mais on n'a pas envie d'y croire. Clairement, dans mon cas, je pense aussi au cas de Louis Burton, voilà, on essaie de trouver des solutions, de faire tenir un peu la chose le plus longtemps possible, dans la limite du raisonnable. Et c'est là que c'est difficile de prendre la décision d'abandonner quand c'est peut-être encore possible. Mais voilà, dans mon cas, il fallait absolument s'arrêter. Revenons à la course, sur le rythme. Est-ce que vous êtes surpris du rythme que s'imposent les skippers? Personne n'a vraiment levé le pied, ni dans l'Indien, ni dans cette entame de Pacifique. Non, clairement, je suis pas surpris. Les 3 saisons qu'on a pu faire coude à coude, on voyait que non-stop, on était le couteau entre les dents, toujours poigné dans l'angle. Alors, il y a quand même un petit groupe, je pense à Johan Richomme notamment, qui à un moment donné a un petit peu mis la course entre parenthèses, a essayé d'échapper une dépression, alors que Sébastien et Charlie, eux, sont vraiment restés devant cette dépression. Donc voilà, ils naviguent différemment pour le coup sur cette phase-là, mais c'est vrai qu'ils ont des vitesses assez impressionnantes. C'est chouette parce que la flotte va se regrouper là, et donc il y a peut-être un nouveau départ. Alors justement, on a vu un resserrement. Est-ce que pour vous, la course reste ouverte ou la victoire est quand même promise à un trio? Non, là, c'est franchement trop tôt pour le dire. Alors, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas déjà finalisé leur pari. Mais c'est vrai que c'est trop tôt pour le dire. Il peut se passer des tas de choses, même sur la remontée de l'Atlantique. Donc, aujourd'hui, dire qui va gagner le Vendée Globe, c'est quand même vraiment compliqué. Les écarts ne sont pas monstrueux. On a vu des écarts fondre. Charlie Dalin, qui avait plus de 500 000 d'avance, aujourd'hui, il est passé second. Donc, tout est possible encore. Merci, Maxime. Pour terminer ce Vendée Mag, nous sommes partis à la rencontre de Guillaume Verdier, l'architecte de 6 des 10 premiers bateaux de ce Vendée Globe, pour découvrir le rôle tout simplement d'un architecte naval. On a fait le bateau de Charlie Dalin, Massif, Santé Prévoyance, le bateau de Seb Simon, qui est l'ancien Eleven Sour, qui a gagné la Ocean Race. Et puis Holcim PRB, sur lequel Nicolas Luneven est en course là. Je regardais Charlie, ça vient d'apparaître, 15h. Johan n'est pas loin du tout. Je pense que ça va faire que se resserrer, mais Charlie essaie de descendre dans le sud, à la limite des glaces, quoi. Je pense qu'on fait tous un peu le virtual regatta dans notre tête. Qu'est-ce qu'on ferait à la place du gars qui est là? Quand on dessine un bateau comme Massif, c'est pas le premier qu'on fait avec eux. Nous, on avait un objectif très précis qui était de faire un bateau qui nous permette d'être environ les premiers à Cape Town et donc être très bon sur toutes les phases de transition et au reaching. Donc on avait la référence de l'ancien bateau et les deltas qu'on arrivait à faire sur certaines allures. On avait le simulateur aussi, donc chaque modification qu'on fait, on arrive à la jauger. Et quand Charlie est allé naviguer au début, il était tout de suite content, quoi. C'est une collaboration plus que moi, architecte, et eux, clients, quoi. On se connaît depuis assez longtemps, même très longtemps avec Charlie, on s'entend bien. On a fait la même école, on parle le même langage. Là, c'est du part sur il est content de travailler avec nous, mais nous, on est super contents de travailler avec lui aussi. Donc, c'est une confiance mutuelle. En fait, je pense que pour faire un projet gagnant, il faut d'abord bien s'entendre. Bon, le dernier bateau de Charlie est largement plus agréable que celui qu'on avait avant. Déjà, il vit au niveau du centre de flottaison, c'est-à-dire qu'il est au point du bateau qui, lors des variations d'angle, est l'endroit qui bouge le moins. Il y a moins de mouvement, en tout cas en assiette, hein. Et c'est un peu mieux. Ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment, c'est de naviguer en houle avec ce bateau. Et, on essaie d'améliorer des concepts globaux, par exemple, être mieux protégé, avoir moins de surface mouillée, faire des foils qui sont plus autostables. Quand ils décrochent, faut en sorte qu'ils raccrochent assez vite, que le bateau ne tombe pas à la gîte très violemment. C'est sûr que si le bateau est plus confortable, la personne peut consacrer plus d'énergie à faire avancer son bateau que le subir. Donc c'est intéressant de faire des bateaux qui soient plus agréables. Et c'est ce sur quoi on travaille pour les prochains.
Ça, c'est le bateau de Sébastien. On voit que c'est des bateaux qui ont beaucoup de structure à l'intérieur, là, avec des lisses qui ont été reproduits sur les bateaux de nos concurrents aussi, vraisemblablement. Antoine Koch a fait des beaux bateaux avec le bateau de Thomas Riant et puis Johan Richaume. L'avant est assez tulipé, vraiment pour le coup assez similaire à Eleven Hour qu'on avait fait avant. Et ce tulipage, il permet de dégager l'eau et passer mieux dans les vagues. Et puis il a fait un bateau qui est un peu plus étroit à la flottaison. Du coup, ça rend ces bateaux plutôt bien pour le passage de la houle au portant. Et probablement un peu plus compliqué au pré et au reaching que ceux qu'on a fait. Donc c'est sûr que des fois il y a des avantages pour l'un qui vont être contrebalancés par des avantages sur l'autre. Ils se bagarrent en tout cas devant. On regarde, hein, on est très attentif à ce que font les autres en tout cas.